permet. On va embrayer justement un peu sur cette question-là, et ce sera la dernière de notre tour de table. La situation, nous en conviendrons tous, est une situation extrêmement périlleuse. Chômage, dette, difficultés morales, religieuses. Dramatique. 15 chefs d'entreprise en Bretagne, je te coupe 2 secondes, 15 chefs d'entreprise en Bretagne par mois qui se suicident. Bien sûr. Qu'ils soient les agriculteurs ou des chefs de PME. Globale. 15 suicides par mois, c'est dramatique. Quel que soit l'angle de vue, n'est-ce pas, qu'il soit personnel, physique, culturel, religieux, économique, social, technique, nous avons aujourd'hui une situation qui est une situation d'immense péril. Est-ce que devant une situation d'immense péril, et c'est là ma dernière question, est-ce qu'une seule doctrine, dont on voit bien autour de cette table qu'elle n'est pas exactement la même, est-ce qu'une seule doctrine, est-ce qu'une seule proposition est la bonne façon de faire, ou est-ce qu'on ne pourrait pas, et c'est là la question, envisager que selon l'endroit, selon la difficulté, les réponses puissent être tantôt pour certaines à l'échelle de la protection, de la technique ou de la défense européenne, tantôt sur le plan de l'adhésion, et je ne fais pas partie de ceux qui détestent la France par principe, tantôt au niveau de l'histoire, de la culture, de la langue, etc., et donc du pays, tantôt au niveau de la région, voire plus local encore pour des réponses professionnelles. Et je citerai un simple exemple. Chacun sait ici que je crois qu'il faut refonder l'euro, mais que sans monnaie européenne, l'Europe est morte. Et les pays européens avec. C'est ce que je pense. Mais je crois qu'il faut le refonder. Ceci posé, je suis également de ceux qui pensent, et c'est une illustration de la question, qu'à Rospordin, on pourrait parfaitement envisager une société coopérative de banque qui sépare en deux les fonctions de la banque de dépôt et de la banque d'affaires ou d'investissement, que la banque de dépôt est une partie des fonds disponibles consacrés à l'aide sociale et aux activités humaines et personnelles locales, et que la banque d'affaires, c'est-à-dire celle qui réinvestit, soit tenue par une loi générale et politique, donc, à réinvestir, par exemple, au minimum 50% sur le bassin de Rospordin. Il y a donc probablement à la fois des solutions hyper locales, des solutions de pérennité culturelle et historique nationale, et des solutions techniques et certainement dans le monde du XXIe siècle indispensables. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas différents étages pour nos solutions? Est-ce qu'on est obligé de choisir? Alors, il va falloir être à la fois rassembleur et tenir compte des visions de chacun. Disons que moi, pour simplement, je vais dire une chose. Un État, il a des fondements, des principes généraux. Par exemple, la nationalité, qui est une question qui n'est pas une question économique directement, mais qui est une question essentielle de qui est qui et qui a droit à quoi. Le problème, c'est que par exemple, la nationalité française ne peut pas être sauvée, parce qu'elle n'aurait pas dû être donnée à beaucoup de gens à qui elle a été donnée, et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et lorsque quelque chose est dévoyé, eh bien, on l'euthanasie, c'est tout. La nationalité française, parce que le principe de rétroactivité, vous avez expliqué que vous allez enlever la nationalité française à des gens sous prétexte de telle ou telle origine, de telle ou telle religion. Vous n'avez aucun moyen politique de faire ça. Vous êtes condamné par le monde entier. La réciprocité de rien du tout. Quand on est faible, on est écrasé, c'est tout, c'est normal. Il y a le cas de la réciprocité des lois qui est dans le droit international qui existe. C'est en faveur des Américains. Non, le droit international ne permet pas. Le droit international ne permet pas d'enlever la nationalité à quelqu'un sans lui en donner une autre. Serge, tu es aussi indiscipliné que Guillaume Faye. Et c'est pas on ne peut pas enlever la nationalité à quelqu'un. Mais il a raison. On va finir. Dire que ce n'est pas possible, c'est une contre-vérité. Nous avons entendu. Si j'étais plus indiscipliné, je le prouverais. Eh ben, tu pourras le faire. Bien sûr. Non, mais c'est une question. Moi, je prétends que non. Le droit international public le permet absolument. Mais simplement, il faut connaître le droit international public. Je connais le droit international public. C'est une erreur. Alors, s'il vous plaît, vous m'autorisez à garder la fin de la table ronde dans l'ordre normal. Thomas, alors, je finissais juste ça. Effectivement, on peut débattre de la question quand on est le plus fort. Effectivement, on peut tout faire. Et il est évident que la France toute seule ne pourrait pas imposer ça. Maintenant, moi, je préfère être plus subtil dans l'approche que de dire qu'on va enlever la nationalité française à des gens. Je préfère qu'on l'enlève à tout le monde et qu'on crée une nationalité qu'on donne qu'à nous les Européens, et que les Européens soient les seuls à l'avoir, cette nationalité. Une nationalité que pour les Européens. For Europeans only. Qu'est-ce qui vous dérange, monsieur
Oui, mais il y a des gens qui sont français comme vous et il y a des gens qui sont de nationalité française qui disent on est d'ici, on est français comme vous et moi, et ils vous le disent à la télévision tous les jours. Pas toujours. Il y a des gens qui sont nés en France de parents étrangers, ils ont laissé française par droit du sang. Oui, je suis d'accord, je suis contre le droit du sol, monsieur, il n'y a pas de problème, mais pour droit du sang européen, monsieur. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas la vraie question de fond, de toute façon c'était excentré. Ce que je veux dire, c'est que moi je considère que l'État français n'est pas sauvable. Ça ne veut pas dire que je ne considère pas que l'identité française doit être détruite, pas du tout, bien entendu. Moi je défends l'identité française authentique. L'identité française authentique, c'est Ronsard, c'est notre littérature, c'est notre langue, etc. Mais moi je ne veux pas défendre l'État français. L'État, c'est pas la nation. On peut avoir une nation sans État, on peut avoir un État sans nation. On est trop en train de raisonner à l'universalisme français. L'universalisme français, c'est ce qui nous a amené à la situation d'aujourd'hui et ce qui nous a amené au précipice de demain. Si n'importe qui peut être français, alors personne ne l'est, eh bien personne ne peut devenir européen, ce qui ne l'est pas. On est européen, NAIT, on peut devenir français. Eh bien moi je préfère une nationalité sur laquelle... Non, pas du tout. D'ailleurs, quand vous parlez d'Européens, parce que quand vous parlez d'un Chinois, d'un Européen, il ne pense pas à une question de nationalité, il pense à une question d'identité. Ah si, bien sûr que si. En Chine, on vous voit, on vous dit pas que vous êtes français, on vous dit que vous êtes européen. Bon, écoutez, je vais en finir là-dessus. Voilà. Bon, je vais vous laisser sur cette question-là, juste pour finir sur le thème général. Moi, j'ai une solution à la rigueur, et je le dis. Solution à la rigueur, ça s'appelle remigration. Et la France ne pourra pas faire de remigration, mais une Europe nouvelle pourrait le faire. Parce que la gangrène ne se soigne pas toute seule, parce que vous chérissez les causes dont vous dénoncez les conséquences. Mais, écoutez, je sais très bien que mes thèses sur ces questions-là créent le débat. Il n'y a qu'à l'énoncer. J'aimerais bien la thèse. Alors, la thèse, c'est quoi? C'est une opération chirurgicale. Ça s'appelle la remigration. Et je passe mon... Je vais quand même, puisque j'organise la table ronde avec la permission de tout le monde, je vais demander quelques minutes. On va baisser un tout petit peu la tonalité générale. Et puis, on va passer, je compte là-dessus, sur le savoir-faire, l'humour, le talent intellectuel et la souplesse de mon ami Pierre Cassan, pour faire en sorte que le débat se poursuive. Bon, si je paye pas une bière à Philippe après ça, je serais un grand ingrat. Alors... effectivement, Thomas a le don de lancer des débats qui manifestement irritent la salle. Moi, une partie de la salle, ce qui me heurte, c'est ce discours qu'on nous tient dans le genre. Parce que l'État français, mondialiste, européiste, a accordé par le droit du sol la nationalité française à des millions de personnes qui crachent sur la France et ne reconnaissent pas ses valeurs. Parce que l'État français a commis ce crime encouragé par la politique mondialiste, il faudrait sacrifier la nationalité française qui n'aurait plus le droit d'exister. Ça me fait penser à ces discours de ceux qui longtemps ont contesté en France le nombre d'immigrés qu'il y avait. Vous aviez les bureaucrates de l'INSEE qui vous disaient qu'ils ne peuvent plus la nier. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus la nier? Ils disent, c'est terminé maintenant, ils sont tellement nombreux qu'on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que c'est pour moi à peu près le même discours de la reconnaissance du fait accompli et quelque part de la négation du politique. Je vais me permettre de voler une formule à Philippe, qui est un parallèle avec la situation que nous avons connue en 1962 en Algérie. En Algérie, nous avons eu, dans un pays qui à l'époque comptait 8 millions de personnes, nous avons eu dans ce pays, en quelques semaines, 1 million de personnes qui ont eu le choix entre la valise et le cercueil. Ces personnes n'avaient pas le rapport qu'ils avaient à la France, de ces millions de personnes qui crachent sur la France mais profitent de ce système et qui tous les ans retournent en vacances, ce qu'on appelle au village. C'est une réflexion pour dire, je n'ai jamais beaucoup aimé François Mitterrand, mais j'aimais beaucoup une de ses formules, là où il y a la volonté, il y a un chemin. Et pour moi, la politique, c'est ça.
La politique, ce n'est pas accepter ce que nous disent les instances mondialistes et tout, dans le genre, vous ne pourrez jamais faire ça. La politique, c'est de se dire, nous sommes élus par le peuple sur un programme, et nous avons le mandat d'exécuter ce programme, et nous nous donnerons les moyens de l'exécuter. Sinon, on ne fait pas de politique. Et je voudrais ne... J'y viens. Je voudrais... Philippe posait une question intéressante sur un petit peu ce qu'on revient au localisme. Est-ce qu'il n'y aurait pas, en gros, à prendre le meilleur dans toutes les... Moi, j'ai envie de dire, personne va dire, il faut se priver de toute innovation. Moi, j'ai confiance, je suis convaincu que les Bretons savent mieux que tout le monde ce qui est bon pour la Bretagne. Je suis convaincu que la diversité, la meilleure diversité en France, c'est nos régions. Là, je faillote. Hein. Tu n'es plus jacobin? Tu n'es plus jacobin? Attendez le point de chute. On a un début de conversion. Attendez le point de chute, camarades, attendez. Donc, tout ça pour dire, bien évidemment, tout ce qui est innovation dans les régions, oui, à condition qu'on reste dans un cadre national, et là j'aggrave mon cas, qu'on reste dans un cadre national, ça veut dire dans l'unité du respect des lois. Je n'ai pas envie, par exemple, que l'innovation consiste à dire que pour attirer le chaland, on va baisser les salaires de moitié en Bretagne. Je sais bien que c'est pas l'esprit, mais je n'ai pas envie qu'au nom des particularismes régionaux, ça ne soit plus la langue française qui soit la langue prioritaire dans un pays, dans une région. Je n'ai pas envie que des lois soient bafouées, que des lois de l'unité de la France soient bafouées au nom de particularismes régionaux. J'ai envie dans un pays, dans une région, que quiconque a la nationalité française puisse y travailler. Et de même, j'ai envie qu'un Breton qui choisit de ne pas travailler, qui choisit de ne pas vivre en Bretagne, ait totalement l'accès à des emplois et tout dans les autres régions. Donc moi, évidemment, l'innovation régionale, tout ce qui est génie, moi je crois que la France il y a un génie français. Je crois réellement à cette définition du génie français. Il y a un génie français comme il y a un génie. Le génie français, c'est le génie de toutes les régions. Bien évidemment, utilisons au mieux le centralisme imbécile, uniforme, qui accepte aucune différence et stupide, mais à condition qu'il soit dans un cadre égalitaire et régulateur, qui pour moi est la meilleure protection pour l'ensemble des salariés et des habitants de ce pays. Et j'en aurai fini. Aujourd'hui, l'État français, de par son fonctionnement, est vraiment le dernier État soviétique d'Europe. Tout est décidé à Paris. La politique de l'agriculture, alors que les bureaucrates qui décident ce que doivent faire un agriculteur dans le Berry ou en Bretagne, les seuls champs qu'ils connaissent sont les Champs-Élysées. Le maritime, qui est pourtant, tout se fait aujourd'hui par bateau. C'est le plus économique, le plus rapide, le moins polluant. Ces bureaucrates, ces mêmes bureaucrates, les seuls bateaux qu'ils connaissent sont les bateaux mouches. Ils comprennent pas que nous, la mer, on s'en sert en dehors du mois de juillet et du mois d'août. C'est une véritable économie. Tout est décidé à Paris, tout est sclérosé par Paris. Le président d'Armorlux, c'est quand même un grand groupe breton, déclarait il y a 3 ans de ça, notre problème, c'est la France. Alain Glon, responsable de l'Institut Locarne, disait il y a 2 ans de ça, notre problème, c'est Paris. Parce que Paris sclérose tout. Pour reprendre une conversation qu'on a eue il y a peu, Philippe, je lisais la semaine dernière un petit fascicule rédigé en 1947 qui était une synthèse de ce qui a mené la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une synthèse de ce qui se passe entre 1914 et 1936 en Europe et en France. On en est au même niveau. Il y a une fracture monstrueuse entre le peuple et les soi-disant élites. Les soi-disant élus qui confondent élus par le peuple et élus du peuple. Ils servent les intérêts d'une poignée. On recommence la même chose qu'il y a un siècle. On recommence. Un taux de chômage monstrueux, des endettements faramineux, des suicides, des vies qui sont foutues en l'air. Tout ça pour les intérêts d'une poignée. C'est tout l'ordre social qu'on fout en l'air. Tout ça pour une poignée. Ce n'est pas forcément l'Union européenne. C'est comme je disais tout à l'heure, cette union, elle n'est pas construite. Il faut la faire. La Terre bouge, on voit avec le pôle Nord qui bouge, il y a un changement de pôle, aujourd'hui je crois qu'on y est pareil. Les États-nations tels qu'on les a connus, je crois qu'ils sont amenés à disparaître. Maintenant il va falloir se reconstruire tous.
tous au niveau européen. Maintenant, est-ce qu'on accepte que ces pôles changent et que l'Europe perde de son influence au niveau mondial? Est-ce qu'on accepte les bras béants sans rien faire en pleurnichant sur notre sort, ou au contraire, est-ce qu'on se relève les manches et qu'on se dit on y va? Est-ce qu'on y va? Ça passe par la démographie, bien sûr, évidemment. Mais en France, il n'y a aucune politique familiale. Aucune. Contrairement à ce qu'ils disent oui, c'est bien aujourd'hui, la démographie, ça marche en France, mais comme les statistiques ethniques sont interdites, bon, il y a pas beaucoup. Enfin, le spectacle de la rue parle pour nous, qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Le spectacle de la rue le dit fermement. Mais il n'y a aucune politique familiale en France. Absolument aucune. Bien. Je voudrais, en votre nom à tous, remercier nos 3 intervenants, remercier les intervenants sauvages de la salle, n'est-ce pas, qui ont apporté du grain à moudre. Et je voudrais aussi vous délivrer le message suivant avant la dernière intervention de synthèse du président Richard Roudier. Je voudrais vous délivrer le message suivant. Ces débats, avec leur tenue, car je crois qu'il y a eu une certaine tenue dans nos débats, sont des bancs d'essai pour leur diffusion beaucoup plus large qui aura lieu au travers d'un instrument qui est en train d'être construit, qui est une télévision. Nous allons nous doter d'une télévision patriote, pour prendre un terme général, qui sera ouverte aux différents courants qui ont pu s'exprimer et d'autres encore, en sorte que ce que nous disons et nos réflexions entre nous, nos répulsions, nos envies, mais également le sens vis-à-vis duquel je vous appelle tous, qui est le sens tout à fait commun que l'on a vécu quand on a l'idée de trancher. Nous sommes, par rapport aux mondialistes, aux islamistes, aux universalistes, aux financiers, à ce monde que nous exécrons, ils sont d'un certain côté de la tranchée, nous sommes ensemble de l'autre côté de la tranchée. Que nous ayons plus envie, dans notre côté de la tranchée, d'utiliser l'arme de terre ou l'arme de guerre, autre et maritime, que nous ayons plus envie de nous comporter d'une façon qui porte le béret ou qui porte un crâne sans béret, que nous ayons plus envie d'être en noir, en gris ou en rouge et blanc. Au fond, nous sommes tous ensemble du même côté de la tranchée et on va leur montrer que de ce côté